On a vu dans une première partie qu'on peut souvent maintenir un noyau sémantique commun pour les polysèmes. Mais le chapitre 4 de la sémantique de Touratier présente aussi des conceptions de la polysémie qui déplacent le centre de gravité, soit vers une polysémie proche de l'homonymie, soit vers des polysémies externes, soit vers une organisation prototypique des sens. Robert Martin propose une distinction structurante. Dans la polysémie étroite, on reconnaît un noyau commun robuste. Dans la polysémie large, les sens partagent très peu et leurs noyaux sémiques peuvent même être différents. Dans ce cas, la polysémie devient très proche de l'homonymie. Considérons le mot « bureau ». Il peut désigner un meuble, il peut désigner un local, il peut désigner une administration, il peut désigner un groupe d'administrateurs. Nous avons donc une seule forme lexicale, mais plusieurs significations. Est-ce que cela signifie que nous avons plusieurs sémèmes distincts? Ou bien devons-nous considérer qu'il existe un noyau commun qui permet d'organiser ces différents emplois? Si l'on cherche un invariant, on peut proposer l'idée d'un lieu d'activité administrative ou d'un support d'activité de gestion. Mais cet invariant est-il suffisamment précis pour rendre compte de tous les cas? C'est ici que la difficulté commence réellement. Car selon la manière dont on répond à cette question, on adopte une conception différente de la polysémie. Soit un modèle unitaire avec un centre stable, soit un modèle où les sens s'éloignent au point de rendre ce centre fragile. Ici, la conséquence est forte. Prenons les exemples. Les rayons du soleil, les rayons de la lune, le rayon d'un phare. Puis dans un tout autre contexte, le rayon est égal à la moitié du diamètre. Nous passons clairement d'un domaine à un autre. D'un côté la lumière, de l'autre la géométrie. Les univers semblent distincts. Et pourtant, si l'on cherche un lien, on peut en proposer un. Dans les deux cas, il est question d'une ligne. Dans les deux cas, cette ligne s'organise par rapport à un centre. Le rayon lumineux part d'un centre lumineux. Le rayon géométrique relie le centre d'un cercle à sa circonférence. Il existe donc un noyau commun plausible, ligne et centre. C'est précisément ce que Robert Martin appelle une polysémie étroite. Les emplois appartiennent à des domaines différents, mais la continuité sémantique reste identifiable. Le centre n'est pas abstrait au point de devenir vide. Il est suffisamment précis pour organiser les sens. Avec rayon, nous étions dans ce que Robert Martin appelle une polysémie étroite. Les deux emplois partagent des traits identifiables, ligne, centre. Le noyau sémantique reste structurant. Mais Martin distingue justement ce cas d'un autre type, la polysémie large. Dans la polysémie large, les sens partagent très peu. Le noyau commun devient minimal. Et lorsque ce noyau devient trop faible, la polysémie se rapproche de l'homonymie. La question n'est donc pas seulement descriptive, elle porte sur la nature même du lien sémantique. Prenons l'exemple discuté par Robert Martin et repris par Touratier. Plateau. Un plateau peut être un support plat. Il peut être aussi une étendue géographique plane. On peut reconstruire un trait commun, plat. Mais ce trait est extrêmement général. C'est précisément ce que Martin appelle une polysémie large. Les noyaux sémiques sont distincts et le lien commun est très abstrait.
On touche ici à la frontière avec l'homonymie. Martin le dit explicitement. Si aucun sème commun n'est identifiable, on bascule dans l'homonymie. La frontière entre polysémie et homonymie n'est donc pas absolue. Elle dépend du degré de continuité sémantique. Touratier souligne d'ailleurs que la décision lexicographique peut varier selon les auteurs. Le centre n'est pas une donnée naturelle, c'est une hypothèse théorique. Introduisons maintenant une autre distinction. Robert Martin souligne que pour les verbes, la polysémie peut venir du sémème lui-même, mais aussi des actants. Autrement dit, le sens peut bouger parce que l'objet ou le domaine d'application change. La polysémie peut être interne. Cela signifie que la variation porte sur le sémème lui-même. Mais elle peut aussi être externe. Dans ce cas, ce n'est pas le noyau lexical qui change, c'est la manière dont le mot s'articule avec ses actants, ses compléments. Le sens se modifie parce que le domaine d'application change. Cette distinction complique encore l'idée d'un centre unique. Les exemples de cru illustrent bien cette extension. Prenons ces 5 expressions. Oignon cru. Abricot cru. Ici, le sens est simple, non cuit. Puis, chanvre cru. Cuir cru. Métal cru. Nous ne sommes plus dans le domaine de la cuisson. Un métal cru n'est pas non cuit. Il est non travaillé, non transformé. On observe donc 2 domaines. Alimentation, matériaux. Dans les 2 cas, on peut proposer un trait plus général, absence de transformation. Le sens s'élargit. Nous sommes dans une extension du domaine d'application. Regardons les exemples affichés. Lumière crue, couleur crue, mot cru, réponse crue, description crue. Nous ne sommes plus dans le domaine de la cuisson. Dans oignon cru, le sens était clair, non cuit. Avec ces expressions, un nouveau pas est franchi. La lumière n'est pas cuite. Un mot n'est pas travaillé comme un métal. Ici, cru signifie sans atténuation. La continuité avec le sens initial devient plus abstraite. On passe de non cuit à non transformé, puis à non adouci. On n'a plus un noyau concret. On a une trajectoire d'extension successive. C'est précisément ce type de cas qui met en difficulté l'idée d'un sémème central fort. Lorsque le trait commun devient trop général, une question se pose. Si l'on cherche absolument un invariant, on risque de tomber sur quelque chose de très vague. Un trait comme non transformé pourrait couvrir les emplois de cru. Mais ce trait est-il suffisamment précis pour identifier le mot? Peut-être faut-il changer de perspective. Au lieu d'exiger un invariant strict, on peut admettre qu'il existe un centre plus représentatif que les autres. C'est l'idée du prototype. Dans les années 1970, Éléanore Roche propose une idée simple mais très puissante. Nos catégories ne fonctionnent pas toujours comme des définitions scolaires, avec des critères obligatoires. Elles ont souvent un centre, un meilleur exemplaire, un prototype. Et autour de ce prototype, on trouve des membres plus ou moins périphériques. Autrement dit, l'appartenance à une catégorie se joue en degrés. Ce modèle change la manière de penser la polysémie. On ne cherche plus forcément un invariant strict,
présent dans tous les sens. On peut organiser les sens autour d'un centre plus représentatif et accepter des extensions plus éloignées. Cette idée a été appliquée au lexique, notamment par Georges Kleiber. Un mot polysémique peut être envisagé comme une catégorie organisée autour d'un sens central prototypique. Les autres sens en seraient des extensions plus ou moins éloignées. Prenons l'exemple de oiseau. Le moineau correspond bien à l'image typique. L'autruche ou le manchot sont plus périphériques. Le poussin est un oiseau, même s'il ne vole pas. Le vol est typique, mais il n'est pas nécessaire. Transposé à la polysémie, cette logique signifie qu'un sens central peut perdre certains traits dans les emplois périphériques. Le centre subsiste, mais il ne fonctionne plus comme un invariant obligatoire. Et c'est ici que la tension apparaît. Si les traits du prototype peuvent disparaître dans certains emplois, que devient l'analyse en SEM? Si l'on conserve tous les traits du centre, on exclut les cas périphériques. Si l'on cherche le trait commun à tous, on tombe sur quelque chose de très général. On voit alors se dessiner un conflit entre la sémantique structurale et la théorie du prototype. Le centre change de statut. On peut aller encore plus loin avec Wittgenstein. Dans ses recherches philosophiques, il propose l'idée de ressemblance de famille. Les membres d'une catégorie peuvent se ressembler sans partager une propriété commune à tous. Chaque cas ressemble à un autre, mais il n'y a pas nécessairement un trait unique présent partout. Appliqué à la polysémie, cela signifie qu'un mot peut former un réseau de significations liées par recouvrement successif. On n'a plus un centre stable, on a une structure réticulaire. Wittgenstein prend lui-même l'exemple du mot « jeu ». Jeu de dames, jeu de cartes, jeu de balles, jeu de compétition sportive, jeu de mots, jeu d'un acteur, jeu d'un ressort. On peut trouver des points communs entre certains emplois, mais il est difficile de proposer un trait unique qui les couvre tous. On observe une série de recouvrements partiels. Le modèle du réseau devient alors plus pertinent que celui du centre unique. On voit ainsi se dessiner plusieurs manières de penser la polysémie. Dans certains cas, un noyau commun solide organise les sens. Dans d'autres, ce noyau devient minimal. Avec le prototype, le centre devient cognitif et gradué. Avec Wittgenstein, il peut même disparaître au profit d'un réseau de ressemblance. L'idée d'un sémème central n'est donc pas réfutée, mais elle cesse d'être la seule manière d'organiser le sens.